C'était le 4 juillet 1942, au cœur de l'Arctique glacial. 35 navires marchands alliés naviguaient en formation serrée à travers la mer de Barents, transportant 156 000 tonnes de matériel de guerre destiné à l'Union soviétique assiégée. À bord du Commodore SS River Afton, le commandant Jack Broom scrutait l'horizon avec une inquiétude grandissante. Le soleil de minuit transformait la glace flottante en miroirs aveuglants, tandis que la température oscillait autour de 2 degrés Celsius. Soudain, à 18h30 précise, un signal radio intercepté glaça le sang de tout l'état-major. Le Tirpitz a quitté son fjord, le monstre d'acier de la Kriegsmarine, le cuirassé le plus redouté de l'océan Atlantique, mesurant 251 mètres de long et déplaçant 42 900 tonnes, venait de prendre la mer avec une flotte d'escorte. Pour les marins du convoi PQ-17, cette nouvelle signifiait une chose. Ils étaient condamnés. Dans les minutes qui suivirent, l'amirauté britannique allait prendre la décision la plus controversée de toute la guerre navale. Une décision qui condamnerait des milliers d'hommes à une mort certaine dans les eaux gelées de l'Arctique. Ce qui allait se passer au cours des 7 jours suivants resterait gravé dans l'histoire comme le plus grand désastre naval allié de la Seconde Guerre mondiale. Au début de l'année 1942, l'Union soviétique se trouvait au bord du gouffre. Après l'opération Barbarossa lancée en juin 1941, les armées allemandes avaient pénétré profondément en territoire soviétique, assiégeant Leningrad et menaçant Moscou. Staline exigeait désespérément du matériel militaire de ses alliés occidentaux, chars Sherman, avions de chasse Hurricane, munitions, essence et nourriture. La route maritime de l'Arctique, passant par le nord de la Norvège, occupée jusqu'au port de Mourmansk et Arkhangelsk, représentait le seul corridor d'approvisionnement viable pendant les mois d'été. Les convois arctiques, comme désignés par le code PQ, dans le sens ouest-est et QP dans le sens est-ouest, affrontaient des conditions parmi les plus hostiles au monde. Les températures pouvaient chuter à moins 30 degrés, le brouillard réduisait la visibilité à quelques mètres, et les tempêtes arctiques soulevaient des vagues de 15 mètres de hauteur. Pourtant, les éléments naturels n'étaient pas la plus grande menace. La Norvège occupée abritait des bases aériennes de la Luftwaffe et des fjords profonds où se cachaient les sous-marins. U-boot et les plus puissants navires de surface de la Kriegsmarine, plus proches. Convoi PQ-17 fut assemblé à Hvalfjörður, en Islande, entre le 27 juin et le 1er juillet 1942. Il comprenait 35 navires marchands, 22 américains, 8 britanniques, 2 soviétiques, 2 panaméens et un néerlandais. L'escorte immédiate consistait en 6 destroyers, 4 corvettes, 3 chalutiers armés, 4 chalutiers antiaériens et 2 sous-marins. Plus loin, une force de couverture rapprochée commandée par le contre-amiral Louis Hamilton comprenait 4 croiseurs britanniques et 3 destroyers américains. Enfin, une flotte de couverture lointaine sous les ordres de l'amiral John Tovey, comprenant le cuirassé HMS Duke of York, le porte-avions HMS Victorious, 2 croiseurs et 14 destroyers patrouillaient à l'ouest de l'île aux Ours. Lorsque le convoi appareilla le 27 juin, chaque navire marchand transportait une cargaison vitale. À bord du SS Carleton se trouvaient 7000 tonnes de tanks et de véhicules blindés. Le SS Ocean Freedom transportait 90 avions de chasse Airacobra démontés. Le SS Alcoa Ranger était chargé de 5000 tonnes de TNT. Au total, le convoi transportait 297 avions, 594 chars, 4246 véhicules militaires et moins de 156 000 tonnes de matériel de guerre, d'une valeur estimée à 700 millions de dollars de l'époque. C'était l'un des plus grands envois de matériel militaire jamais organisés, et sa perte représenterait un coût catastrophique pour l'effort de guerre allié. Le 1er juillet 1942, à Venthill, le convoi PQ-17 quitta la relative sécurité des eaux islandaises et pénétra dans la zone de danger. Les navires progressaient à une vitesse de 7 nœuds, dictée par les bâtiments les plus lents. La formation adoptée était un rectangle de 9 colonnes de large sur 4 rangs de profondeur, s'étendant sur environ 8 km² d'océan. Dans le ciel pâle du soleil de minuit, les vigies scrutaient l'horizon à la recherche des bombardiers torpilleurs, Heinkel He-111 et Junkers Ju-88, qui infestaient les côtes norvégiennes. Le 2 juillet, les premiers contacts ennemis furent établis.
Un avion de reconnaissance Focke-Wulf VW-200 Condor survola le convoi à haute altitude, hors de portée de la DCA. Les opérateurs radio interceptèrent immédiatement ces transmissions codées vers les bases allemandes. Le grand amiral Karl Dönitz, commandant de la Kriegsmarine, était désormais parfaitement informé de la position, de la composition et de la vitesse du convoi. Dans son quartier général de Berlin, il commença à orchestrer ce qu'il appelait Russelsprung, le coup du cavalier, un plan audacieux pour détruire le convoi en utilisant simultanément les U-Boot, la Luftwaffe et les navires de surface. Pendant ce temps, dans les profondeurs glaciales de la mer de Norvège, 12 sous-marins allemands prenaient position. Les U-255, U-334, U-456, U-457 et d'autres formaient une ligne de patrouille mortelle à travers la route du convoi. Le capitaine-lieutenant Reinhard Resch, commandant du U-255, écrivit dans son journal de bord « Nous attendons dans ces eaux comme des requins affamés. Le convoi viendra à nous. » Le 3 juillet, à 09h, l'enfer se déchaîna. Les premières torpilles jaillirent de l'obscurité relative de la nuit arctique. Le SS Christopher Newport, transportant 8000 tonnes de matériel militaire, fut touché sur le flanc tribord. Une explosion monstrueuse déchira sa coque, projetant des débris de métal et des flammes à 50 mètres de hauteur. Le navire se brisa en deux en moins de 4 minutes. Sur les 43 hommes d'équipage, seuls 12 parvinrent à atteindre les radeaux de sauvetage avant que le pétrolier ne sombre dans les eaux à 2 degrés Celsius. Dans ces conditions, l'hypothermie tuait en 15 minutes. Quelques heures plus tard, à 08h, la Luftwaffe lança sa première attaque massive. 25 bombardiers torpilleurs Heinkel E-111 émergèrent du brouillard, volant à 30 mètres au-dessus des vagues. Les servants de DCA ouvrirent le feu avec leurs canons Bofors de 40 mm et leurs mitrailleuses Oerlikon de 20 mm, créant un rideau de feu et d'acier. Le vrombissement assourdissant des moteurs se mêlait aux explosions et aux cris des officiers hurlant leurs ordres. Les torpilles traçaient leur sillage blanc mortel à travers l'eau sombre. Le SS Navarino manœuvra désespérément pour éviter 3 torpilles convergeant vers sa proue. Le capitaine William Gwyn, agrippé à la rambarde de la passerelle, ordonna une manœuvre d'urgence à tribord toute. Le navire pencha dangereusement, ses plaques métalliques gémissant sous la contrainte. Les 3 torpilles passèrent à moins de 10 mètres, leur trajectoire devenant visible sous la surface translucide. Mais alors que l'équipage poussait un soupir de soulagement, une 4e torpille, tirée par un Arch 111 en approche finale, percuta le Navarino en plein centre. L'explosion désintégra la salle des machines, tuant instantanément les 12 mécaniciens qui s'y trouvaient. Le navire s'immobilisa, fumant et grondant. Condamné à 14 ans ce même jour, l'aviation allemande revint avec une force redoublée. Cette fois-ci, 28 Ju-88 attaquèrent en piqué depuis 3000 mètres d'altitude, lâchant leurs bombes de 250 kg avec une précision mortelle. Le SS Washington, un Liberty Ship américain flambant neuf, reçut 2 impacts directs. La première bombe traversa le pont principal et explosa dans la cale numéro 3, déclenchant un incendie parmi les caisses de munitions. La deuxième bombe perfora la salle des machines, libérant un torrent de vapeur brûlante qui ébouillanta vivant 6 hommes. Le navire s'embrasa comme une torche, ses 5000 tonnes de cargaison alimentant un brasier visible à 30 km. Le commandant Jack Broom, à bord du destroyer HMS Keppel, observait le carnage avec une impuissance déchirante. Ces navires d'escorte ne pouvaient être partout à la fois. Chaque fois qu'un destroyer se détachait pour porter secours aux survivants, il laissait un trou dans le dispositif de défense, un trou que les U-Boot exploitaient immédiatement. À 16h30, le destroyer HMS Fury détecta un contact sous-marin au sonar. Son commandant ordonna une attaque aux grenades sous-marines. 10 charges de 136 kg d'explosifs amatol plongèrent dans les profondeurs, explosant à des intervalles calculés. Des colonnes d'eau jaillirent à 20 mètres de hauteur, mais le sous-marin allemand plongea à 200 mètres et s'échappa dans l'obscurité glaciale. Le 4 juillet 1942 à 18h, dans les profondeurs souterraines de l'amirauté britannique à Londres, le premier lord de la mer, l'amiral Dudley Pound, fixait une carte maritime de l'Arctique. Les rapports de renseignement affluaient, le Tirpitz, accompagné du cuirassé de poche Admiral Scheer, du croiseur lourd Admiral Hipper et de 7 destroyers
avait été repéré quittant Trondheim. Bien que le renseignement fût partiellement erroné, les navires allemands étaient en réalité encore au mouillage dans l'Altafjord. Pound était convaincu qu'une attaque massive des navires de surface était imminente. À ce moment précis, l'amiral commit l'erreur qui entrait la Royal Navy pendant des décennies. À 21h11, il transmit un signal radio crypté de 3 mots qui scella le destin du convoi. « Convoy is to disperse ». À 21h23, réalisant peut-être l'ampleur de sa décision, il envoya un second message encore plus catégorique. « Convoy is to scatter ». Sur la passerelle du destroyer HMS Keppel, le commandant Broom lut le message avec incrédulité. Disperser le convoi signifiait abandonner les navires marchands sans protection, les transformer en cibles isolées pour les sous-marins et l'aviation. C'était une sentence de mort. Pourtant, les ordres étaient les ordres. À 22h15, les signaux lumineux clignotèrent d'un navire à l'autre. Scatter. Proceed independently to Russian ports. Dans un chaos contrôlé mais désespéré, la formation ordonnée du convoi se désintégra. 35 navires se dispersèrent comme une volée d'oiseaux effarouchés, chacun cherchant son propre chemin à travers 1500 km d'eau infestée d'ennemis. Les destroyers et croiseurs d'escorte, suivant leurs ordres, firent route vers l'ouest à pleine vitesse, abandonnant les marchands à leur sort. Le commandant du croiseur HMS London écrivit plus tard. « J'ai pleuré ce soir-là, sachant que nous abandonnions des hommes courageux à une mort certaine. Le lendemain matin, 5 juillet, les loups se jetèrent sur les agneaux éparpillés. Les U-boots émergèrent comme des fantômes de l'océan. Le U-334, commandé par le capitaine-lieutenant Ilmar Simon, repéra le SS Earlston, isolé près de l'île Hope. À 08h15, Simon ordonna « Rohr 1, Feuer !» Une torpille G7e, propulsée par un moteur électrique silencieux, fila à travers l'eau à 44 nœuds. Elle percuta le Earlston, juste sous la ligne de flottaison. Le navire, chargé de 8000 tonnes de locomotives et de matériel ferroviaire, coula en 7 minutes. Des 41 hommes à bord, 32 périrent dans l'eau glacée. À 10h30, le SS Hartlebury, tentant de se cacher dans un champ de glace, fut repéré par un Ju-88. Le bombardier effectua 3 passes, lâchant ses bombes avec une précision diabolique. La 3e bombe explosa dans la cale avant, déclenchant une réaction en chaîne parmi les caisses de munitions. Le cargo entier disparut dans une boule de feu orange et noire, visible à 50 km. Aucun survivant. Le 6 juillet, la tuerie atteignit son paroxysme. Par une ironie cruelle, le Tirpitz et sa flotte n'avaient jamais réellement attaqué. Hitler, craignant de perdre son précieux cuirassé, avait ordonné son retour au port dès le 5 juillet. Mais les U-boots et la Luftwaffe continuaient leur œuvre de destruction. Entre midi et minuit, 14 navires supplémentaires furent coulés. Le SS Pancraft explosa après avoir été touché par 3 torpilles. Le SS Alcoa Ranger, avec ses 5000 tonnes de TNT, créa une explosion si massive qu'elle fut enregistrée par les sismographes en Norvège. Le SS Holopana, le SS Fairfield City, le SS Daniel Morgan, un par un, les navires disparaissaient dans les profondeurs glaciales. Certains équipages tentèrent des manœuvres désespérées. Le SS Troubadour se cacha dans un fjord norvégien pendant 3 jours, son équipage camouflant le navire avec des branches et de la neige. Le SS Winston-Salem navigua à travers un champ de mines, ses vigies repérant et évitant miraculeusement 12 mines dérivantes. Le SS Bellingham se fit passer pour une île en se couvrant de glace et en éteignant toutes ses machines pendant 20 heures. Le 7 juillet à l'aube, le massacre continuait. Le U-255 de Reich coula 3 navires en 4 heures. À bord du SS Ouzier, le capitaine Salvesen ordonna à son équipage d'abandonner le navire après qu'une torpille eut crevé sa coque. Alors que les hommes descendaient dans les canaux de sauvetage, une seconde torpille frappa, tuant 15 marins instantanément. Les survivants, agrippés à des débris dans une eau à 2 degrés, regardèrent leur navire sombrer en moins de 2 minutes. Sur les 62 hommes d'équipage, seuls 23 seraient secourus, après 8 heures dans l'eau. Le 8 juillet, les attaques se poursuivirent avec une intensité meurtrière. Le CSS Bolton Castle, après avoir survécu à 5 attaques aériennes, fut finalement coulé par le U-457, le SS Paulus Potter, navire néerlandais transportant des chars Sherman,
fut bombardé pendant 2 heures avant de couler. Son capitaine, Jan Baker, resta sur la passerelle jusqu'à la fin, transmettant les coordonnées de position pour que les secours puissent localiser les survivants. Le 10 juillet, la chasse prit fin. Les derniers navires marchands isolés avaient soit atteint les ports soviétiques, soit été coulés. Des 35 navires qui avaient quitté l'Islande 13 jours plus tôt, seuls 11 arriveraient à destination. 24 navires gisaient au fond de la mer de Barents, emportant avec eux 153 marins, 3350 véhicules, 430 chars, 210 avions et 99 316 tonnes de cargaison. C'était le taux de perte le plus élevé de tous les convois arctiques, 68% de perte. Dans les semaines qui suivirent, l'ampleur du désastre devint évidente. Les 11 navires qui parvinrent à Mourmansk et Arkhangelsk débarquèrent seulement 57 000 tonnes de matériel, moins de 40% de la cargaison initialement prévue. Staline, furieux, accusa les Britanniques de lâcheté et exigea des explications. Les relations soviéto-britanniques se tendirent dangereusement. Winston Churchill, mortifié, suspendit temporairement tous les convois arctiques jusqu'en septembre 1942. L'amiral Dudley Pound ne se remit jamais de cette décision. Bien que ses pairs aient publiquement défendu son choix, en privé, beaucoup le considéraient comme une erreur catastrophique. Pound mourut en octobre 1943 d'une tumeur cérébrale, certains suggérant que le stress du PQ-17 avait accéléré sa détérioration. Avant sa mort, il aurait confié à un ami proche « Je vois leur visage chaque nuit, les hommes que j'ai condamnés ». Le commandant Jack Broome publia en 1968 un livre intitulé « Convoy is to scatter », dans lequel il détaillait les événements et critiquait ouvertement la décision de l'amirauté. Le livre déclencha une controverse majeure et un procès en diffamation qui dura des années. Broome maintint jusqu'à sa mort en 1985 que la dispersion du convoi avait été une erreur tactique majeure qui avait coûté la vie à des centaines d'hommes inutilement. Les survivants du PQ-17 portèrent des cicatrices physiques et psychologiques toute leur vie. Beaucoup souffraient d'hypothermie chronique, de gelures permanentes et de syndrome de stress post-traumatique. Jim North, matelot survivant du SS Artillery, raconta en 1995 « Pendant 50 ans, je n'ai pas pu toucher de l'eau froide sans trembler de manière incontrôlable. Je revoyais mes camarades mourir autour de moi, leurs lèvres devenant bleues, leurs yeux se fermant pour toujours. La leçon stratégique du PQ-17 fut brutale, mais claire. Disperser un convoi face à une menace sous-marine et aérienne massive équivalait à un suicide collectif. Après cette catastrophe, l'amirauté britannique révisa entièrement sa doctrine de protection des convois. Les futurs convois arctiques bénéficièrent d'escortes massives, incluant des porte-avions d'escorte pour la couverture aérienne. Aucun convoi ne fut plus jamais dispersé sur ordre. Paradoxalement, le désastre du PQ-17 eut un impact stratégique imprévu sur la Kriegsmarine. Hitler, terrifié par la possibilité de perdre ses précieux navires de surface, devint encore plus réticent à les engager au combat. Le Tirpitz, ce monstre d'acier qui avait terrorisé l'Atlantique, passa le reste de la guerre caché dans des fjords norvégiens, devenant finalement une cible statique. Il fut coulé par des bombes Tallboy britanniques en novembre 1944, sans avoir jamais livré la bataille décisive que craignait l'amirauté. En 1982, lors du 40e anniversaire du désastre, les survivants britanniques, américains, norvégiens et néerlandais se réunirent à Londres pour une cérémonie de commémoration. 63 hommes, maintenant âgés de 60 à 80 ans, se rassemblèrent devant un monument nouvellement érigé portant les noms des 153 marins morts. Le capitaine à la retraite John Manners, survivant du SS Ocean Freedom, prononça un discours bouleversant. « Nous ne sommes pas ici pour critiquer ou condamner. Nous sommes ici pour nous souvenir de nos camarades qui n'ont pas eu notre chance, qui reposent pour l'éternité dans les eaux glacées de l'Arctique. Ils ont fait leur devoir jusqu'au bout, et c'est tout ce qu'on peut demander à un marin. Aujourd'hui, les épaves du convoi PQ-17 gisent toujours au fond de la mer de Barents, à des profondeurs variant de 200 à 400 mètres. Certaines ont été explorées par des plongeurs russes et norvégiens dans les années 1990. Les images sous-marines révèlent des chars Sherman encore attachés sur les ponts, des avions démontés dans les cales, et les structures rouillées de navires brisés. Ces fantômes d'acier
témoigne silencieusement de l'un des plus grands désastres navals de l'histoire moderne. Un rappel sobre du prix terrible payé pour maintenir ouverte la route arctique vers la Russie soviétique. Si vous avez aimé cette histoire tragique et profondément humaine du convoi PQ-17, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur cette décision controversée et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de batailles navales et aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires extraordinaires qui ne doivent jamais être oubliées, en honorant la mémoire des marins courageux qui ont affronté l'enfer de l'Arctique.